Je vais vous raconter comment une injustice peut se transformer en triomphe, comment 18 ans de loyauté peuvent peser face à l'arrogance d'une seule personne. Je m'appelle Camille Mermont. À 29 ans, j'étais une jeune ingénieure en biochimie, optimiste, ambitieuse, convaincue que le travail et les idées suffisaient. J'étais naïve, oui, mais aussi motivée, et cette motivation m'a menée plus loin que je l'aurais imaginé. En 1997, j'ai rejoint Medicina, une PME pharmaceutique à Neuilly, 200 employés, une ambition, dominer les traitements génétiques. Le PDG était Henri Delacroix, un chercheur visionnaire et patron exigeant mais juste, quelqu'un qui respectait le travail et reconnaissait les talents. Je me souviens de mon premier jour. Henri est entré, s'est assis à côté de moi en collègue, pas en PDG. Il m'a demandé ce que je voulais accomplir. J'ai dit que je voulais créer quelque chose qui durerait, qui aiderait des patients. Il a souri. Vous êtes au bon endroit. C'est dans ce contexte que j'ai développé ma découverte la plus importante. Pendant 3 ans, entre 1998 et 2001, j'ai travaillé sur un projet fascinant. Comment créer un vecteur de thérapie génique capable de cibler des tumeurs cancéreuses sans endommager les cellules saines. C'était révolutionnaire. Mes collègues pensaient que c'était impossible. Les experts internationaux pensaient que c'était de la science-fiction. Mais moi, j'y croyais. Et j'ai persévéré. Les heures étaient longues. Laboratoire fermé à minuit, retour à 6 heures du matin. Les week-ends au labo. Noël 1999, j'ai manqué le réveillon. Une expérience critique en cours. Mon petit ami a quitté l'appartement furieux. Ma mère m'a appelé à minuit pour dire que je gaspillais ma vie. Mais en juillet 2001, après 3 ans de travail acharné, d'échecs et de recommencement, nous avons enfin obtenu le résultat. Ça a marché. Pas juste marché, c'était extraordinaire, élégant, la solution qu'on cherchait depuis une décennie. Je me souviens du moment où j'ai appelé Henri Delacroix. Sa voix était incrédule, puis il a ri, ce rire grave et chaleureux qu'il avait. Il m'avait dit « Camille, vous venez de changer la vie de Medicina. Vous venez peut-être de changer le monde. » J'avais essayé de reposer, pendant 1 heure. Puis j'avais été trop excitée pour dormir. Mais voilà où l'histoire se complique. À ce moment-là, Medicina fusionnait avec Gène Thérapie. Les avocats travaillaient jour et nuit. Les contrats changeaient constamment. C'était du chaos absolu. Dans ce chaos, il y a eu une confusion sur le brevet de ma découverte. Les brevets en pharma, c'est compliqué. Normalement, tout ce qu'invente un employé appartient à l'entreprise. C'est dans le contrat. Mais en 2001, avec cette fusion, les choses n'étaient pas claires. Ma découverte était révolutionnaire, et pendant les négociations entre les deux entreprises, personne ne savait qui était propriétaire de quoi. Gene Therapy revendiquait une partie de la propriété intellectuelle. Medicina disait non. C'était un drame légal complet. Henri m'a conseillé de déposer le brevet d'abord sous mon propre nom, une protection temporaire. Nous le transférerons à l'entreprise une fois que la fusion sera terminée. C'est une mesure de sécurité au cas où quelque chose de bizarre se passerait. Je n'avais jamais pensé qu'une telle protection me serait utile un jour. J'avais confiance en Henri, mais j'avais accepté son conseil. En août 2001, le brevet FR 2001-000-432 a été déposé sous mon nom complet, Camille Émilie Mermont. La description technique était complexe, couvrant plus de 100 pages de spécifications détaillées, de formules chimiques et de protocoles expérimentaux. Et puis, la vie a continué. Au cours des 18 années suivantes, je n'ai jamais pensé à ce détail administratif. Pourquoi l'aurais-je fait? Je travaillais pour Medicina. Medicina était ma vie. Ce brevet était ma création, mais je le considérais comme propriété de l'entreprise, c'est tout. Tout ce que je voulais, c'était continuer à faire la science, continuer à développer des traitements qui pouvaient sauver des vies. Je ne pensais jamais au brevet en tant que possession personnelle. C'était juste un artefact légal, quelque chose que les avocats géraient. Medicina a prospéré. Mon vecteur génétique s'est avéré être une mine d'or incomparable. Après la fusion avec Gene Therapy en 2002,
l'entreprise a augmenté pour devenir un vrai champion pharmaceutique français, avec plus de 1500 employés. Notre traitement a reçu l'approbation de l'Agence européenne des médicaments en 2008. C'était un moment qu'Henri et moi avions célébré ensemble en buvant du champagne dans son bureau. Le revenu a explosé. Les actions se sont envolées. Les investisseurs étaient fous de nous. Nous étions l'une des entreprises les plus prometteuses du secteur biotechnologique européen. Et moi? Bien, j'ai progressé régulièrement. J'étais devenue directrice scientifique en 2010, un poste que j'adorais. Directrice générale technique en 2015, un rôle de leadership qui me permettait de façonner vraiment la vision scientifique de l'entreprise. J'avais un salaire confortable, une certaine sécurité, du respect au sein de l'organisation. Plus que du respect, une sorte de révérence. Les jeunes chercheurs me considéraient comme un mentor. Les autres cadres me consultaient sur les décisions stratégiques. Henri Delacroix m'avait nommé à ce poste personnellement. Il m'a dit un jour: vous êtes l'âme scientifique de cette entreprise, Camille. Continuez à nous guider. Assurez-vous que nous ne perdons jamais de vue la raison pour laquelle nous faisons ça. Je pensais que cela durerait éternellement. Naïf de ma part. Mais en 2019, Henri a pris sa retraite. Il avait environ 70 ans et sa santé commençait à s'éroder légèrement. Il s'est retiré gracieusement, en bon père fondateur, en faisant un discours émouvant aux employés où il avait expliqué sa vision et demandé à tout le monde de continuer. Et son successeur, non pas un fils, sa fille, Véronique Delacroix, a repris la direction générale. Véronique. Juste prononcer ce nom me donne envie de rire et de pleurer en même temps. Véronique avait grandi en regardant son père construire Medicina, en voyant le succès de première main, en profitant de la richesse que ce succès avait créée. Mais elle n'avait pas hérité de sa sagesse. Elle avait hérité de son argent, de son pouvoir et de son nom. C'était à peu près tout. Ce qu'elle n'avait pas hérité, c'est de l'humilité, de la vision ou du respect pour ce que d'autres avaient construit. Elle pensait que diriger une entreprise signifiait simplement dire aux gens quoi faire et attendre des résultats. Elle est revenue de Londres après 4 ans en disant qu'elle faisait du conseil stratégique. Personne ne savait vraiment pour qui. Elle avait un accent britannique affecté, une arrogance incroyable et aucun respect pour ceux qui faisaient le vrai travail scientifique. Elle regardait le laboratoire comme si c'était une usine ennuyeuse, pas comme le cœur battant de notre mission. Les 3 premières années de son mandat, j'ai essayé de coopérer. J'étais loyale peut-être au point d'être stupide. Je lui ai présenté des rapports scientifiques détaillés tous les mois. J'ai essayé de lui expliquer la pipeline de développement, les brevets en attente, les études cliniques en cours, les données que nous rassemblions. Mais elle m'écoutait à peine. Elle regardait son téléphone pendant que je parlais. Elle consultait son Apple Watch comme si j'étais en train de la mettre en retard pour quelque chose de plus important. Elle parlait de disruption numérique et de restructuration pour la profitabilité. Vous savez, toutes ces phrases creuses que les gens qui ne comprennent rien à la science utilisent pour se faire croire qu'ils sont des visionnaires. Elle disait des choses comme « la science, c'est du luxe » et « les patients paieront plus si nous faisons simplement du marketing mieux ». Ça m'horrifiait. Petit à petit, elle a commencé à apporter ses propres gens. Des consultants de Boston qui coûtaient 5 000 € par jour et qui ne savaient rien de la biologie. Des MBA de HEC qui n'avaient jamais vu un microscope de leur vie et qui pensaient que toute entreprise se gérait avec les mêmes stratégies de cookie cutter. Des directeurs de stratégie qui parlaient le jargon du management avec fluidité, mais qui ne savaient rien des traitements génétiques, rien de la complexité du développement pharmaceutique, rien des patients qui dépendaient de notre travail. Et ils répandaient leur ignorance partout, comme du poison. Et elle a commencé à me marginaliser. Oh, subtlement au début. Elle changerait les réunions sans me prévenir et attendrait que je sois là de toute façon. Elle prendrait des décisions scientifiques importantes, comment ajuster nos protocoles d'essai, quelle cible de recherche privilégier, sans consulter le département scientifique dont j'étais responsable. Elle parlerait à des investisseurs en utilisant des chiffres que je ne reconnaissais pas, en minimisant complètement l'importance technique de nos avancées et en se les attribuant personnellement. Medicina sous ma direction a développé, dirait-elle,
même si elle ne comprenait pas la différence entre un vecteur viral et un vecteur lipide. Et puis cela devint moins subtil. Elle réduisait mon budget. Elle refusait de financer mes projets. Elle disait aux investisseurs que j'étais pas assez moderne ou trop rigide. Elle suggérait que j'étais le goulot d'étranglement de l'entreprise, l'obstacle au progrès. Et les gens commençaient à y croire parce qu'elle répétait constamment. Puis, il y a 6 mois, c'était un vendredi après-midi, le 17 avril pour être précis, elle m'a convoqué dans son bureau. C'était un vendredi après-midi, le genre de moment pour des mauvaises nouvelles, quand moins de gens traînent dans les couloirs. Elle était assise derrière le bureau massif qu'elle avait fait venir de Londres. Du bois d'ébène noir avec des poignées en chrome, une affectation grotesque que son père n'aurait jamais eue, une déclaration silencieuse de « Je ne suis pas mon père, j'ai mon propre style ». Elle ne m'a pas invitée à m'asseoir, c'était délibéré. « Camille », a-t-elle dit, et j'ai su immédiatement que ce ne serait pas une bonne conversation. Sa voix avait cet ton sucré et condescendant qu'elle employait quand elle pensait qu'elle était plus intelligente que tout le monde. J'ai réfléchi à la structure organisationnelle de l'entreprise. Nous avons trop de couches managériales, trop de gens qui ne contribuent pas réellement à la ligne de fond. Je savais où cela allait. J'avais entendu les rumeurs. 2 autres directeurs avaient déjà été licenciés ce trimestre. Des gens compétents, des gens que j'aimais bien. Mais je pensais que j'étais trop important, trop établi, trop indispensable. Vous avez eu une belle carrière chez Medicina, a-t-elle continué, sans me regarder vraiment, en plaçant ses mains devant elle comme si je n'étais qu'un problème à résoudre. Mais les temps changent. Les nouvelles directions ne correspondent plus à votre profil. Nous avons besoin de personnes plus modernes, plus flexibles dans leur approche. Quelqu'un qui peut pivoter rapidement, qui comprend les demandes des nouvelles générations. Je n'ai pas dit un mot. J'observais son visage. Je voyais le plaisir dans ses yeux, le plaisir de rejeter quelqu'un, le plaisir de contrôler. Votre contrat de travail se termine techniquement dans 2 mois, a-t-elle dit. Mais nous pensons qu'il est préférable pour tout le monde que vous partiez dès maintenant, immédiatement. Vous pouvez ramasser vos affaires ce soir si vous le souhaitez. Je vais vous proposer un package de départ équitable, 12 mois de salaire, vos avantages jusqu'à la fin de l'année. C'est généreux, j'en suis certaine. Beaucoup de gens rêveraient de cela. La porte est juste là, a-t-elle dit en pointant avec son doigt parfaitement manucuré vers la sortie, comme si je ne savais pas où était la porte du bureau du PDG que j'avais visité 1 millier de fois au cours des 18 dernières années. Comme si j'avais quelque chose à demander, comme si j'avais une voix dans cette conversation. Et puis elle a souri, ce sourire condescendant, satisfait, de quelqu'un qui croit venir de remporter une grande victoire. « Tu es viré », a-t-elle dit simplement, presque gaiement. « C'est terminé. » Je me souviens de ce moment avec une clarté parfaite. La lumière de l'après-midi entrait par la baie vitrée, créant un halo derrière sa tête. Mon cœur battait vite, non pas de peur, mais d'un calme étrange, comme si une pièce du puzzle se remettait soudain en place. C'était comme si mon subconscient avait toujours su que cela finirait de cette façon, et maintenant que le moment était arrivé, il y avait une certaine inévitabilité à cela. J'ai simplement fermé mon ordinateur portable, j'ai pris mon sac à main, et j'ai marché vers la porte sans dire un mot. Alors que je passais devant son bureau, elle m'a dit, d'une voix presque joyeuse, « Et Camille, laissez votre badge d'accès avec la sécurité. Vous êtes viré avec effet immédiat. Vous ne pouvez pas revenir à votre poste de travail. Quelqu'un emballera vos affaires personnelles et les enverra chez vous. » Ce détail final m'avait confirmé quelque chose. Elle m'avait planifié. Tout était organisé, probablement depuis des semaines. Il y avait des plans en place pour quitter ma position, pour empêcher tout sabotage supposé, pour m'humilier au maximum. Elle m'avait vue comme une menace. J'ai fermé la porte tranquillement derrière moi. Le bruit du clic du loquet était presque libérateur. J'ai traversé le parking, mis mes clés dans mon Audi TT noir, une voiture qu'Henri m'avait encouragé à acheter en disant « Vous le méritez », et j'ai conduit vers mon appartement à Passy sans pleurer, sans paniquer. Une simple certitude que quelque chose était sur le point de changer.
En arrivant chez moi, ma première pensée était « Je dois vérifier quelque chose ». Une pensée calme, certaine, comme si une partie de moi savait exactement ce qu'elle avait à faire. Je me suis assise à mon bureau personnel dans mon salon avec vue sur la Seine et j'ai allumé mon ordinateur portable. Pour la première fois en presque 2 décennies, j'ai cherché les détails de mon brevet FR 200-000-48432. Et c'est là que tout a changé. En scrollant à travers les archives de l'INPI, j'ai trouvé ce que je cherchais. Mon brevet original de 2001, celui déposé sous mon propre nom. Mais plus important encore, j'ai trouvé quelque chose que je ne me souvenais pas clairement. Il me fallait lire à travers les brumes de 20 ans, les détails complets de mon contrat de travail original de 1997. Il y avait une clause dans l'article 7.3 intitulée « Résiliation et récupération de propriété intellectuelle ». Elle disait « En cas de résiliation involontaire du contrat de travail sans cause juste et suffisante, les droits sur toute propriété intellectuelle créée par l'employé reviennent complètement à l'employé, sans réserve, dans un délai de 24 heures suivant la résiliation. Cette clause s'applique à toutes les œuvres littérales, scientifiques et artistiques, ainsi qu'à tous les brevets, marques et dessins industriels, indépendamment de la date de création. J'ai lu cette clause plusieurs fois pour m'assurer que je ne rêvais pas. Pourquoi une entreprise inclure une telle clause? C'était parce qu'Henri Delacroix croyait qu'un employé injustement renvoyé ne devrait pas perdre les fruits de son travail. C'était une protection contre les abus. Et voilà le plus délicieux. J'avais été renvoyé sans cause juste et suffisante. Les nouvelles directions ne correspondent plus à votre profil. Ce n'était pas une cause légalement valable. C'était simplement de l'arbitraire personnel, l'arrogance d'une femme qui pensait que son titre lui donnait le droit de se débarrasser des gens selon ses caprices. Mais il y avait plus. J'ai continué à fouiller dans les documents, perdant la notion du temps. Le brevet FR 200-000-004-842, mon brevet, n'avait jamais été formellement transféré à Medicina. Jamais. Oh, l'accord initial disait qu'il y aurait un transfert. Il y avait des intentions écrites, des promesses verbales. Mais le transfert formel n'avait jamais été finalisé dans les archives légales. Pourquoi? Je pense que c'était à cause du chaos de la fusion de 2001-2002. Les avocats avaient trop de choses à gérer. Il y avait environ 5 fusionnements de divisions différentes se produisant en même temps. Les gens étaient débordés. Et puisque je travaillais pour l'entreprise de toute façon, personne n'y pensait vraiment. Tout le monde supposait simplement que c'était réglé, que les papiers avaient été signés, que tout était en ordre. Mais légalement, ce n'était pas réglé. Le brevet que j'avais déposé en 2001 était toujours enregistré à mon nom à l'INPI. Et maintenant, grâce à la clause de résiliation involontaire, il m'appartenait totalement, sans exception, sans complication, sans aucun lien restant avec Medicina. Je possédais un brevet d'une valeur de plusieurs centaines de millions d'euros. J'ai dû m'asseoir, littéralement. Mes jambes ne me soutiendraient plus. Je suis allée sur ma terrasse qui donnait sur la Seine, le fleuve qui coulait comme il le faisait depuis des siècles, indifférent à mes problèmes ou à mes triomphes, et j'ai regardé l'eau couler pendant environ 1 heure, en essayant de traiter les implications de cette découverte. 1 heure durant, je n'ai pensé à rien d'autre qu'à une seule chose. Véronique m'avait libérée. Et puis, à 19 heures environ, j'ai appelé mon avocat. Jean-Paul Bertrand est un homme que je connais depuis une dizaine d'années. C'est un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle, basé à Paris, avec un cabinet respectable rue de l'Université. Ses yeux deviendraient grands quand je dirais ce que j'avais découvert. Il était habitué à traiter des contrats, des brevetages, des disputes entre entreprises. Mais ceci était différent. Je lui ai donné les faits bruts. J'avais été renvoyée d'une manière qui semble légalement injustifiée. Pas de cause fournie, rien que de l'arbitraire personnel, et je voulais savoir si la clause de résiliation s'appliquait réellement. Qu'adviendrait-il si je l'invoquais? Camille, a-t-il dit, sa voix devenant sérieuse, laissez-moi vérifier quelque chose ce soir. Je vous rappelle demain matin. Ne faites rien de précipité. Le lundi matin à 9 heures, il a appelé. Sa voix était différente,
plus excité, mais aussi un peu abasourdi. Camille, a-t-il dit, et j'ai pu entendre l'excitation contrôlée dans sa voix, comme s'il avait découvert l'un des secrets les plus lucratifs de l'univers, et qu'il ne savait pas si je m'en rendais compte. Vous n'allez pas le croire. Selon mes recherches, vous avez potentiellement l'un des cas les plus forts que j'ai jamais vus. Non seulement la clause de résiliation s'applique clairement, vous aviez définitivement aucune cause juste pour le licenciement, mais il y a aussi la question du transfert de brevet non finalisé. Légalement, ce brevet est entièrement le vôtre. L'entreprise a probablement opéré pendant 24 ans en supposant qu'elle était propriétaire d'un brevet dont elle n'était jamais propriétaire. Pas vraiment. Ça, c'est extraordinaire. Ça change tout. Ce que tu me dis, ai-je demandé lentement, sachant où cela menait mais voulant l'entendre confirmer, c'est que je pourrais reprendre le brevet, correct? Oui, a-t-il dit. Plus que cela. Vous pouvez le reprendre légalement, légitimement, sans qu'aucun tribunal n'ait besoin de vous le dire. C'est déjà vôtre. Techniquement, l'avait toujours été. Tout ce que vous devez faire est de le déclarer, de dire, officiellement et publiquement, c'est le mien. Et si je le faisais, quel serait l'impact sur Medicina? Il y a eu un silence. Je pouvais presque l'entendre réfléchir à l'autre bout de la ligne, pesant les implications, calcule les probabilités, envisageant les scénarios. Ce serait catastrophique, a-t-il finalement dit, d'une voix presque hésitante. Le brevet est à la base de tout ce qu'ils font. Tout. C'est comme demander à une maison de fonctionner sans fondation. Sans lui, il ne pourrait pas fabriquer le traitement. Il ne pourrait pas vendre le traitement. Tout le portefeuille de produits de Medicina s'effondrerait. La valeur de l'entreprise serait anéantie. Les licences qui dépendent du brevet, certaines d'entre elles pourraient être automatiquement révoquées selon leurs termes. L'entreprise perdrait des partenaires majeurs. C'est vraiment catastrophique. Quelle est la valeur actuelle de l'entreprise? Ai-je demandé, sachant que je posais une question qui ne pourrait plus jamais être désinvoltée pour moi. Basée sur ma compréhension du marché, a-t-il dit, je dirais environ 600 millions d'euros. Peut-être un peu plus si l'on tient compte des attentes de croissance futures. Mais c'est à peu près un ordre de grandeur correct. J'ai avalé ma salive. 600 millions. L'entreprise entière valait 600 millions. Et le brevet lui-même? Sa valeur intrinsèque? Eh bien, a-t-il dit, pesant soigneusement ses mots, ce dépend vraiment de comment tu le valorises. Si tu le vends à un concurrent, une entreprise comme Sanofi ou Roche qui voudrait cette technologie, probablement 3 à 400 millions d'euros. Si tu le licences, tu permets à Medicina ou à d'autres de continuer à l'utiliser, mais tu reçois un pourcentage des ventes, entre 50 et 100 millions d'euros par an sur une base continue. Si tu le gardes et tu le contrôles complètement, que tu décides qui peut l'utiliser et comment, tu deviens l'une des personnes les plus puissantes du secteur pharmaceutique français. C'est ton brevet, c'est ton droit. 3 à 400 millions d'euros. Je n'ai pas pu respirer pendant une seconde. Le monde a semblé pivoter autour de moi. Camille? A-t-il demandé. Ça va? Oui, ai-je dit en expirant lentement. Je suis choquée. Je dois traiter cela. Je t'appelle demain. Je raccrochai et j'ai marché dans mon appartement pendant 1 heure complète, puis une deuxième heure. Je ne pouvais pas rester assis. Je ne pouvais pas me concentrer. Je me suis regardée dans le miroir, dans chaque miroir de ma maison. J'ai regardé mes mains, les mains qui avaient mené toutes ces expériences au microscope, qui avaient écrit tous ces rapports de laboratoire, qui avaient créé cette découverte révolutionnaire. Puis j'ai pensé à Véronique, debout derrière son bureau en ébène noir, son sourire arrogant, sa certitude absolue qu'elle avait gagné et que je avais perdu. Qu'elle venait de me jeter dehors et que j'étais finie. Non, pas encore, loin de là. Je savais ce que je devais faire, et plus important encore, je savais que je devais le faire discrètement, sans avertissement préalable, sans aucune discussion préalable, sans donner à Medicina ou à Véronique une chance de préparer une défense légale ou de chercher une injonction. Le mardi matin, je me suis assise à mon bureau et j'ai rédigé un email bref à Jean-Paul. Déclenche les procédures. Je veux récupérer mon brevet. Avec effet immédiat. Et Jean-Paul?
Je veux que ce soit légal, correct et totalement indiscutable. Pas d'espace pour les contestations. Il a répondu quelques minutes plus tard, à 8h34. Compris. Je vais rédiger la notification légale aujourd'hui. Je vais m'assurer que c'est airtight. Je t'appelle en milieu d'après-midi. Pendant les 24 heures suivantes, pratiquement rien n'a changé dans le monde extérieur. Mais légalement, tout était en train de basculer, secrètement, inexorablement. Jean-Paul m'a envoyé des documents à signer, des attestations formelles, des déclarations notariées confirmant que ma résiliation avait été involontaire et sans cause suffisante, des analyses légales détaillées. Tout cela était authentifié, légal, indiscutable. C'était un travail méticuleux de préparation légale. Et puis, mercredi à midi précis, une notification officielle a été envoyée à Medicina. Une lettre de l'avocat, formelle et précise dans son langage légal, informant l'entreprise que le contrat de travail de Camille Mermont avait été résilié sans cause juste et suffisante. Que par conséquent, en vertu de l'article 7.3 du contrat original, tous les droits sur la propriété intellectuelle créés par Madame Mermont reviennent entièrement à Madame Mermont, à compter de ce jour, sans possibilité de contestation légale. La loi était claire sur ce point. Oh, et une dernière partie, la partie qui allait le faire basculer complètement. Veuillez noter que le brevet FR 20000004-432, actuellement enregistré au nom de Camille Émilie Mermont, n'a jamais été légalement transféré à Medicina. Par conséquent, ce brevet n'a jamais été la propriété légale de votre entreprise. Madame Mermont est la propriétaire unique et exclusive de ce brevet et de tous les droits qui en découlent. Et puis, le silence. Un silence magnifique, terrifiant, lourd d'implications. Rien pendant plusieurs heures. Rien jusqu'à environ 17 heures, heure de Paris. C'est à ce moment-là que mon téléphone a commencé à sonner. Ding, 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 ding. Des appels. Des dizaines d'appels. D'abord, c'étaient des numéros que je ne reconnaissais pas. Probablement des avocats de Medicina, ses consultants, des gens paniqués. Puis c'étaient des collègues de Medicina, des gens que j'aimais bien, me disant des choses du genre « Qu'est-ce que tu as fait ?» et « Est-ce que c'est vrai ?» et « Tout le bâtiment est en chaos ?» Puis c'était un numéro que je reconnaissais très bien, le numéro direct de Véronique. Je ne l'ai pas répondu. Elle a appelé. Encore, 6 fois en 3 minutes. Puis elle a envoyé un message texte. « Camille, appelle-moi immédiatement. » Puis un autre. « Nous devons parler. » Et puis un autre, peut-être 10 minutes plus tard, en lettres majuscules complètes, un message envoyé aux alentours de 17h30, le genre de message que quelqu'un envoie quand il commence à paniquer. « Tu ne peux pas faire ça. Appelle-moi maintenant. » Je n'ai pas appelé. À la place, j'ai commandé du sushi chez mon restaurant favori à Passy, des rolls aux crevettes tempura, du saumon fumé, tout ce qui me faisait du bien. J'ai pris un bain avec des sels de bain, j'ai allumé des bougies et je me suis préparé un verre de Sancerre blanc excellent de 2019. Puis j'ai mis mon téléphone en silencieux, pas éteint, juste silencieux, pour que je puisse voir les appels mais ne pas les entendre. Et j'ai regardé un vieux film de François Truffaut, L'amour l'après-midi, pour me rappeler qu'il y avait une beauté dans le monde au-delà des batailles professionnelles et des brevets. Jeudi matin, avant même d'avoir fini mon café, mon téléphone vibrait. 187 notifications. 187 appels manqués, messages textes, emails. Certains d'eux étaient des textes de gens chez Medicina qui disaient simplement « Pourquoi ?» ou « C'était une chose affreuse de faire », mais la plupart suivaient le même pattern. Variante du « S'il te plaît, nous devons parler » ou « Comment oses-tu » ou « C'est de la malveillance » ou, mon préféré, « Tu vas regretter ça ». Des menaces voilées d'une femme qui commençait à comprendre que j'avais gagné et qu'elle avait perdu. Mais parmi tous ces messages, il y avait un qui se distinguait. Un email d'une adresse que je ne reconnaissais pas à première vue, mais dont je déchiffrais rapidement l'expéditeur. Olivier Marchand, le directeur juridique de Medicina. L'email était très court, mais chaque mot était soigneusement choisi. Madame Mermont,
L'entreprise souhaite initier des négociations immédiatement concernant la situation du brevet. Nous croyons qu'il y a eu un malentendu qui peut être résolu. Êtes-vous disponible pour une rencontre aujourd'hui? Cordialement, Olivier Marchand, directeur juridique, Médicina. Ah, maintenant il commençait à comprendre. Maintenant il commençait à réaliser que ce n'était pas juste une employée éjectée qui faisait une crise ou une réaction émotionnelle d'une femme blessée. C'était une catastrophe existentielle pour la viabilité de l'entreprise. C'était un chèque et mat légal. J'ai répondu à Olivier en mettant un soin particulier à chaque mot. Monsieur Marchand, je suis disponible à 14 heures aujourd'hui à la brasserie Lutetia, près de la gare Saint-Lazare. Demandez une table à mon nom. Veuillez apporter une représentation de votre conseil d'administration ainsi que vos conseillers juridiques. Cordialement, Camille Mermont. À 14 heures moins 10, ce jeudi-là, je me suis garée près de la brasserie. J'ai vérifié mon maquillage, arrangé mes cheveux et enfilé mes lunettes de soleil. Pour la première fois en 18 ans, j'étais vraiment en contrôle. Olivier m'attendait déjà à une table. Il avait l'air terrible, les yeux rouges, l'air d'avoir dormi 0 heure. Il était accompagné par 2 autres personnes, un consultant externe et Catherine Moreau, la présidente du conseil d'administration. Olivier s'est levé. Camille, merci d'être venue. J'ai enlevé mes lunettes de soleil lentement, délibérément, et j'ai souri le plus petit sourire possible, le sourire d'une femme qui sait exactement la position de pouvoir qu'elle occupe. Délicate, ai-je dit, ma voix claire et calme. Olivier, c'est catastrophique, et nous le savons tous les deux. Ne jouons pas au jeu. Catherine Moreau a toussé légèrement. C'était quelqu'un que je respectais d'ailleurs. Elle avait rejoint le conseil après le départ d'Henri, et elle avait essayé de maintenir les valeurs de l'entreprise malgré le chaos de la direction de Véronique. Elle n'aimait pas Véronique non plus. Je pouvais le voir clairement dans ses yeux chaque fois que Véronique parlait à une réunion, ce regard mélangé de déception et de frustration. Elle avait probablement essayé de l'arrêter, de la sortir, de corriger le navire. Et maintenant elle était ici, à nettoyer le dégât. Nous devrions commander quelque chose, a dit Catherine calmement. Quelqu'un qui comprenait que les vraies négociations se font mieux autour du repas. Et puis nous parlons clairement, comme des gens raisonnables. J'ai acquiescé. Nous avons commandé, salade niçoise pour moi, plutôt parce que j'avais envie de quelque chose qui n'allait pas trop m'encombrer l'esprit, qui était léger et clair. Les 3 ont commandé quelque chose de plus lourd. Des steaks frites pour Olivier et le consultant, un coq au vin pour Catherine. Des plats qui demandaient de la concentration pour manger. J'ai remarqué cela, un signe de nervosité, une tentative de se occuper les mains et l'esprit. Pendant que nous attendions la nourriture, Catherine a pris la parole. Camille, je sais que vous êtes fâchée, et avec raison. La façon dont vous avez été traitée était inappropriée, inexcusable même. Nous en discutons déjà au sein du conseil, et je vous le dis honnêtement, les sentiments envers Véronique ne sont pas positifs. Mais nous devons trouver une solution raisonnable ici. Vous aviez une grande carrière chez Médicina, une carrière que vous aviez construite vous-même avec talent et dévouement incroyable. Et nous aimerions que cela ne se termine pas comme ça, dans une bataille légale qui détruirait tout ce que vous aviez créé. Comme quoi exactement ? Ai-je demandé innocemment. Avec une guerre légale, a dit l'homme que je ne reconnaissais pas, un homme aux cheveux gris avec un accent légèrement bordelais. Je m'appelle Bernard Thiraud. Je suis le conseiller juridique externe pour le conseil d'administration. Ce que vous avez fait hier, c'est légalement correct, nous le reconnaissons, techniquement irréprochable, mais ce n'est pas bon pour vous non plus. Une bataille pour ce brevet pourrait durer des années. Les frais légaux seraient énormes des 2 côtés. L'entreprise pourrait déclarer l'insolvabilité pendant ce temps, ce qui signifierait que vous pourriez finir par posséder un brevet d'une entreprise morte, sans valeur commerciale. Je l'ai écouté attentivement. Il avait raison, techniquement. Les batailles légales sont longues, coûteuses, incertaines. Mais il manquait un point crucial à sa logique. J'avais déjà gagné. Légalement, le brevet m'appartenait, sans la moindre ambiguïté. La bataille, qu'il envisageait, serait simplement Médicina acceptant cette réalité. Aucune cour ne changerait ma position. Je ne jouais pas un jeu où les issues étaient incertaines.
J'avais un roi et des as en main. Alors, j'ai dit calmement, avec une certitude de ton qui semblait les faire tous frémir légèrement. Vous pensez que je devrais renoncer à ce qui m'appartient légalement? Ce que mon propre avocat a confirmé que je possède? Parce que vous êtes inquiet pour votre entreprise? Catherine prit la parole directement. Nous pensons que vous pourriez être intéressé par une séparation amiable qui vous avantage à la fois. Je vois, ai-je dit. Qu'avez-vous en tête? La nourriture est arrivée. Il y a eu un moment d'absence de parole pendant que les serveurs arrangeaient les assiettes avec soin, versaient le vin, s'assuraient que tout était à notre goût. J'attendais qu'il y ait du silence, que les serveurs se retirent. Voici ce que je propose, a dit Bernard, prenant contrôle de la conversation. Méditina vous paye 100 millions d'euros, une somme unique, exonérée de droits au maximum possible, versée directement sur votre compte bancaire dans les 30 jours. En échange, vous transférez le brevet à l'entreprise, légalement et formellement, sans réserve, sans condition, aucune clause de reprise ultérieure. J'ai failli rire. 100 millions d'euros. C'était généreux par les standards de ce qu'une personne moyenne pourrait concevoir. C'était plus que la plupart des gens ne verraient jamais dans leur vie entière. C'était une offre qui ferait pleurer la plupart des gens de joie. Mais c'était peut-être le quart, le tiers de la vraie valeur du brevet. C'était une tentative de me laisser partir avec un paquet d'or suffisamment grand pour que je sente que j'avais gagné, que j'avais sorti quelque chose de ma vengeance, tout en gardant Médicina fonctionnelle et contrôlée par son conseil d'administration existant. Non, ai-je dit simplement. Vous, non? A demandé Catherine, comme si elle ne s'attendait pas à cette réponse. Non, ai-je répété fermement. 100 millions, c'est insuffisant. Ce n'est même pas une tentative sérieuse. Combien? A demandé Bernard, non pas hostilement, mais avec une sorte de curiosité professionnelle. Pensez-vous que c'est la valeur du brevet? Je pense, ai-je dit lentement, en coupant un morceau de ma salade de manière délibérée, que c'est d'environ 3 à 400 millions d'euros. Et honnêtement, cela pourrait être plus si nous les vendions à Sanofi ou à Roche. Bernard soupira. Nous n'avons pas 3 à 400 millions d'euros. Si nous tentions de lever cet argent, cela prendrait des mois et les investisseurs prendraient des parts massives. Nous perdrions le contrôle. Alors vous avez un problème? Ai-je dit en coupant un autre morceau de ma salade, ma voix ne montrant aucune cruauté, juste une déclaration factuelle. Parce que je n'ai pas l'intention de participer à une autre solution. Je vois mon brevet comme ayant cette valeur. C'est ce qu'il vaut sur le marché. Il y a eu un long silence. Olivier regardait son assiette comme si elle contenait les réponses de l'univers et qu'il pouvait les décoder s'il la fixait assez longtemps. Catherine examinait mon visage comme si elle essayait de comprendre quelque chose de fondamental sur qui j'étais réellement. « Qu'est-ce que tu veux vraiment, Camille ?» a finalement demandé Catherine. Elle m'a regardé directement dans les yeux. C'était une femme qui comprenait le pouvoir et comment le négocier. Elle voyait clairement que j'avais une position d'une force écrasante et qu'une simple offrande d'argent ne suffirait pas. J'ai posé ma fourchette et j'ai parlé calmement. Voici ce que je veux. Premièrement, Véronique est partie. Elle démissionne cette semaine. Deuxièmement, je reviens en tant que directrice générale scientifique, avec pouvoir scientifique complet. Aucun PDG ne peut prendre une décision scientifique sans mon approbation. Troisièmement, vous me versez 60 millions d'euros en salaire arriéré et séparation amiable. Quatrièmement, je garde 51% du brevet. Médicina en reçoit 49%. Toute décision majeure sur le brevet a besoin de mon approbation. Et cinquièmement, vous nommez un nouveau PDG compétent, quelqu'un qui comprend et respecte la science. Les 3-2 m'ont fixé. C'est un lot très important, a dit Olivier finalement, sa voix faible. C'est ma demande, ai-je dit. Et je vous donne 48 heures pour me dire si vous l'acceptez, pas plus. 48 heures. Si vous ne l'acceptez pas, je déclare que le brevet FR 2001-000-4842 est révoqué de la fabrication commerciale par Médicina à partir du lundi à minuit. À ce moment-là, vous pouvez soit contester ma réclamation en cours, une bataille qui durera des années,
vous coûtera peut-être 200 millions d'euros en frais juridiques et en opportunités perdues et que vous perdrez définitivement, soit vous arrêtez simplement de fabriquer le traitement. C'est votre choix. Mais ce ne sera pas mon problème. Catherine n'a pas flinché. Et si nous acceptons vos conditions? A-t-elle demandé, posant la vraie question. Alors Medicina devient une partenaire viable avec moi à la tête de la stratégie scientifique. Nous avons une relation claire, contractuelle, qui profite à tout le monde. Je vais ramener cette entreprise à ce qu'elle était, une champion scientifique réelle, pas juste une machine à faire de l'argent. Et en échange, l'entreprise fonctionne. Elle continue de vendre le traitement. Elle continue de créer de la richesse. Et je n'étends pas ma main mise au reste de l'organisation, je me concentre uniquement sur la science, la recherche et développement et les questions de brevets. Ce qui se passe dans les finances, le marketing, les opérations, c'est votre problème, pas le mien. J'ai terminé ma salade et j'ai mis ma serviette sur la table. Un geste de finalité. Vous avez 48 heures, ai-je répété, à nouveau regardant chacun d'eux dans les yeux. Appelez-moi quand vous aurez une réponse. Je me suis levée, j'ai remis mes lunettes de soleil et j'ai marché hors de la brasserie sans un regard en arrière. Je pouvais sentir leur regard brûler sur mon dos pendant que je franchissais la porte, le silence de la brasserie me suivant comme une ombre. En arrivant à ma voiture, mon téléphone a sonné. C'était Jean-Paul. « J'ai des nouvelles », a-t-il dit simplement. « Lesquelles ? » « Ils viennent d'appeler mon bureau. Ils demandent une rencontre avec toi. Ils veulent négocier sérieusement. J'ai dit que tu les contacteras dans les 3 prochains jours. Est-ce que c'est exact ? Oui, ai-je dit. Dis-leur que j'ai fait une contre-proposition et que j'attends une réponse dans un délai très spécifique. Combien de temps ? A-t-il demandé. 48 heures, ai-je dit. Pas 1 heure de plus. Le vendredi a pris fin sans nouvelles. Le samedi aussi. Le dimanche matin à 10 heures exactement, Catherine Moreau m'a appelé personnellement. Sa voix était fatigue, mais résolue. Nous avons discuté avec le conseil d'administration samedi soir et dimanche matin, a-t-elle dit. Nous avons organisé un appel d'urgence. Et nous acceptons vos termes, entièrement. Vous avez gagné, Camille. Y compris le départ de Véronique ? Ai-je demandé, voulant cette confirmation explicite. Surtout cela, a-t-elle dit avec ce qui semblait être du soulagement. Le conseil était déjà en train de discuter d'une transition de leadership avant que cette crise surgisse. Véronique était incompétente. Nous en étions tous d'accord, mais nous voulions gérer cela diplomatiquement. Vous avez juste fourni à tout le monde un moment de clarté. Elle démissionne aujourd'hui, en privé, en citant des raisons personnelles et une envie de poursuivre d'autres intérêts. Personne ne saura jamais ce qui s'est vraiment passé. C'est discret et professionnel. Et mon nouveau titre ? Demandai-je. Directrice générale, sciences et stratégie, a-t-elle dit. Cela vous mettra directement entre le PDG et tous les directeurs de département. Aucune décision scientifique majeure sans vous. C'est officiel. Et le brevet ? Les conditions de propriété ? Nous préparons les documents dès maintenant. Vous posséderez 51%, nous en posséderons 49%. C'est écrit noir sur blanc. Nos avocats et les vôtres peuvent examiner les conditions samedi. Aucun problème. Et mon salaire et ma séparation ? 60 millions d'euros, versés par tranche au cours des 3 prochaines années pour des raisons fiscales. Notre expert comptable dit que c'est la structure la plus favorable pour vous ImpoWise. Votre premier virement de 20 millions d'euros sera effectué mercredi. Les 2 autres virements suivront selon les termes du contrat. J'ai respiré profondément, un soupir de victoire retenu. « Merci, Catherine, ai-je dit. »« Non, a-t-elle répondu avec une sorte de respect palpable dans sa voix. « Merci à vous. Vous avez juste sauvé cette entreprise d'une direction désastreuse. Et vous l'avez fait tout seul, avec rien d'autre que votre propre logique légale et votre compréhension de votre propre valeur. C'est extraordinaire. Honnêtement, je vous admire. » Une semaine plus tard, il y a eu une annonce officielle publique. Véronique Delacroix quittait son poste de PDG pour poursuivre d'autres intérêts et se concentrer sur ses projets personnels. Une raison tellement banale qu'elle semblait presque vraie. Camille Mermont était promue à la nouvelle position de directrice générale,
science et stratégie. Et Medicina était ravi d'annoncer une restructuration stratégique qui mettrait au centre la science et l'innovation, retournerait à ses valeurs fondatrices et ferait redevenir la compagnie un leader scientifique. Les actions de l'entreprise ont monté de 17% ce jour-là. 17%. Les investisseurs voyaient clairement que quelque chose avait changé. 6 mois plus tard, j'avais une vue différente du bureau qu'avait eu Véronique. J'avais fait enlever le bureau en ébène noir, un symbole de son arrogance, et l'avais remplacé par un espace moderne avec des murs de verre transparents. Vous pouviez voir le travail qui se faisait dans les laboratoires contigus. J'avais apporté des photos de France, des villages alpins, des falaises de Normandie. J'avais mis en place une vraie communication scientifique, avec des graphiques et des données. Et Véronique? Elle avait essayé de démarrer une entreprise de conseil basée à Londres, quelque chose qui n'avait jamais décollé. Ses investisseurs avaient retiré leur soutien. Elle vivait maintenant de l'argent de son père. Ce qui me fait rire, et je pense que c'est important que vous compreniez ceci, c'est que j'aurais pu la poursuivre. J'aurais pu l'humilier publiquement. J'aurais pu m'assurer que toute l'industrie pharmaceutique savait qu'elle avait licencié une directrice générale technique en position de force et que cela lui avait coûté son poste de direction générale entièrement. J'aurais pu faire de sa vie un enfer de stigmatisation professionnelle. Mais je ne l'ai pas fait. Et voici pourquoi. La vraie victoire n'était jamais contre elle. C'était pour moi. J'avais passé 18 ans à servir une entreprise, à sacrifier ma vie personnelle, à mettre mon talent au service d'une vision collective. J'avais construit quelque chose de vrai et de durable. Et j'avais été rejetée, purement par caprice, par arrogance, par la petitesse d'une personne qui ne comprenait pas ce qu'elle avait. Mais cette nuit-là, quand je suis rentrée chez moi avec mon brevet encore en main, quand j'ai compris que j'avais toujours eu le contrôle, que j'avais toujours eu la victoire en mes mains depuis le début, j'avais compris quelque chose de profond sur le pouvoir réel. La vraie puissance n'est pas dans la vengeance. Ce n'est pas dans l'humiliation ou la destruction de quelqu'un d'autre. La vraie puissance est dans la clarté absolue. C'est dans la compréhension de ce qui est vraiment vôtre. C'est dans la capacité à transformer une injustice en une position de pouvoir, non pas en la brandissant comme une épée, mais en la reconnaissant simplement comme ce qu'elle est, la vérité. Et c'est ce que j'avais fait. Aujourd'hui, je suis la directrice générale du département sciences chez Medicina. Notre traitement est devenu l'un des médicaments les plus importants du marché européen, disponible dans plus de 30 pays, aidant des dizaines de milliers de patients chaque année. Et chaque décision que nous prenons, chaque patient que nous aidons, chaque chercheur que nous embauchons, s'est filtré à travers ma vision, ma exigence de l'excellence scientifique, mon insistance que nous servions les patients, pas les investisseurs. Véronique avait raison sur une chose, il y avait une porte. Elle me l'a montrée et m'a dit que c'était la fin de ma carrière. Mais ce n'était pas la porte vers la sortie, c'était la porte vers un pouvoir plus profond, le pouvoir qui vient de connaître votre propre valeur, de comprendre ce qui vous appartient légalement et moralement, et d'avoir le courage de le réclamer. Et j'ai eu le privilège de la franchir, transformant une humiliation en victoire. C'est ça, l'histoire.